Verbomoteur. Bonjour et bienvenue à votre émission des Verbomoteurs, émission qui se propose de jeter un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici Simon Lessard, votre animateur, en compagnie de 3 membres de l'équipe du magazine Le Verbe. Ariane Beauferré, bonjour. Salut Simon. James Langlois, salut. Bonjour. Et Antoine Malenfant. Allô. Allô Antoine. Alors cette semaine, nous avons une émission où nous allons parler entre autres de l'inflation du panier d'épicerie et aussi ce qui vient avec les super profits des supermarchés. Faut-il se mobiliser politiquement contre ce phénomène? Nous parlerons aussi de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne qui explose au Canada. Qu'est-ce qui explique cette augmentation et surtout que faire comme parents et comme société face à cela? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle tristement virale cette semaine qui a aussi retenu l'attention de James Langlois. James Langlois, une vidéo choquante et virale ces derniers jours a montré une agression très violente d'un adolescent frappé au visage près de son école. Il y a eu 4 arrestations depuis et cela fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. James, pourquoi, selon toi, l'événement suscite autant de réactions? Bien, d'abord, je pense qu'on n'est pas habitué de voir autant de violence dans les cours d'école au Québec, d'autant plus que ça s'est déroulé à Saint-Bruno de Montarville, hein, qui, je ne sais pas vous, mais moi, spontanément, c'est pas Montréal-Nord. On ne s'attend pas à ça d'une ville comme Saint-Bruno. Et puis, la ville de la poésie, selon les 3 accords. Hein. Bon, ben, tu vois, raison de plus. Ouais, c'est ça, et notamment ça, mais en plus, c'est ça, l'action s'est déroulée, ça a été filmé. Ensuite, c'est propagé sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que de voir, d'habitude, on voit des vidéos comme ça. Souvent, ça se passe dans d'autres pays. Mais là, ici, c'est vraiment choquant. Puis, comme tu l'as dit, c'est un acte de violence qui était très gratuit. Un jeune homme qui était forcé de s'agenouiller. On lui a donné, je dirais, 3-4 grands coups de poing en pleine figure. Donc, non, c'est quelque chose d'assez choquant. Et aussi, je pense qu'il suscite beaucoup de réactions. Il semble y avoir un lien de cette histoire-là avec l'islam, ou en tout cas avec certains musulmans, parce que semble-t-il que le jeune, en fait, qui était agressé, aurait voulu arracher le hijab d'une jeune musulmane dans l'autobus, mais ça paraît-il, ça s'avère faux. Mais donc, les agresseurs ont, semble-t-il, voulu venger la jeune fille. Donc, ils ont forcé le jeune garçon, comme je le dis, à s'agenouiller pour le forcer à prier. Et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont donné, un de ceux-là leur a donné 4 grands coups de poing. Donc, oui, cette espèce d'amalgame de religion, de violence, tout ça fait que ça fait beaucoup jaser. Est-ce que c'est pas juste une anecdote comme il se passe partout au pays chaque semaine dans des cours de récréation où il y a des bagarres? En quoi c'est différent? Est-ce que c'est parce que là, on le voit de nos yeux grâce aux réseaux sociaux? Oui, puis je pense que ce qui choquait beaucoup de monde, c'est de dire, écoutez, il y a des jeunes qui ont été témoins de la scène et qui n'ont pas défendu, qui n'ont pas réagi. La seule réaction, ça a été de sortir leur cellulaire puis de filmer. Ben ça, on n'est plus à la dernière bêtise humaine près, là. Mais vous voyez, c'est quand même au Québec qu'on voit ça dans ce contexte-là. Je pense que vraiment, ça choque. Mais, on pourrait dire que c'est une sorte de péché par omission, le fait d'assister à un crime comme ça, puis non seulement de rien faire, mais même de le filmer pour essayer, j'imagine, de cartonner après sur les réseaux sociaux en le publiant. Ouais, je ne sais pas si ça a cartonné, mais aussi c'est comme ça que la direction un peu l'a appris, hein, parce que ça s'est propagé rapidement. C'est sorti jeudi, en fait, mercredi en fin de journée. Puis rapidement, les policiers sont intervenus. Donc, c'est quand même, je dirais, une faute qui a permis un bien, dans le sens que ce vidéo-là a permis rapidement d'attraper les malfaiteurs, puis de les accuser, en fait. James, le fait qu'il y a eu autant de réactions, un tollé sur les réseaux sociaux dans tous les sens, des réactions très émotives aussi, qu'est-ce que, selon toi, ça révèle du climat social actuel ou de notre culture? Mais d'abord, on voit qu'il y a un amalgame facile avec les musulmans. Tout de suite, les gens, on savait des immigrants, encore une fois, qui font de la violence, etc. Donc là, on voit une certaine grogne contre les musulmans monter sur les réseaux sociaux qui est, à mon sens, pas tout à fait justifié, là, parce que, voilà, même certains chroniqueurs qui essaient de faire des amalgames dans ce sens-là, mais il faut faire attention au racisme, évidemment. Puis, mais il faut aussi voir que les jeunes, en fait, l'ont pas fait à cause de leur foi ou quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est facile de mettre ça sur la faute de la religion, mais en fait...
il y a souvent un acte gratuit. Ensuite de ça, on voit qu'il y a certains commentateurs qui font remarquer qu'après 20 ans dans les écoles d'enseignement sur l'intimidation, sur le respect des autres, il y a encore des cas comme ça. Et moi, je suis toujours surpris de voir ce discours-là sortir parce que c'est comme si c'était juste l'éducation ou la connaissance qui allait nous préserver du péché ou du mal. Alors que on connaît le cœur de l'homme, on sait qu'il est capable des pires choses. Et c'est pas parce que... Le connaît-on vraiment? Oui, c'est ça. Mais dans ce sens-là, oui, mais on sait que c'est pas parce qu'on on veut pas le respect, on connaît le discours sur l'intimidation que ça n'empêche pas un jeune garçon d'éprouver une forte violence en lui, une forte haine au point de donner 4 coups de poing. Là. On parle de jeunes depuis tantôt. Je n'ai pas vu la vidéo, puis je ne tiens pas nécessairement à aller la voir. Là. On parle de jeunes de quel âge? De 8 ans, de 15 ans? Ça ressemble à quoi? Oui, ça, je pense que l'agressé était en secondaire 1, puis les autres, le secondaire 4, 5, 15-16 ans. Ouais, Ariane, ça t'a choqué? Est-ce que tu as vu ces images-là? Alors, j'ai vu que ça a été partagé. J'ai pas voulu regarder la vidéo parce que je trouvais que j'avais pas besoin de la voir. Mais ce qui me choquait plus, c'est... je n'étais pas vraiment choquée. Je trouve que ça montre un certain aveuglement aussi de notre société parce que c'est très courant, les violences à l'école. C'est très courant aussi d'autres formes d'abus, des abus sexuels aussi également. Et se dire que d'être surpris de ça, et d'être surpris aussi que d'autres filment, mais ça aussi c'est courant en fait, qu'il y ait des personnes qui filment ces bagarres, qui filment ces abus-là ensuite pour les diffuser. Et donc ça montre vraiment un aveuglement de notre société. Comme il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir, puis quand on est confronté et qu'on les voit finalement, là on est choqué. Mais on devrait être choqué tout le temps et on devrait s'investir tout le temps pour réduire ça. Et comme tu le disais, je ne pense pas que ça soit uniquement avec des grandes formations sur l'intimidation. Là. Il y a quelque chose qu'il faut travailler individuellement aussi, et c'est pas seulement en donnant une formation que ça va changer. Oui, puis même, moi, je dirais, au-delà d'une formation sur l'intimidation, si on voulait éduquer à quelque chose, ça serait l'éducation au courage, hein, pour inciter les jeunes à intervenir, là, puis à se défendre les uns les autres, plutôt que de regarder ça passivement. Mais aussi, c'est normal qu'on ait une réaction de colère, puis on est choqué. J'ai même entendu des chroniqueurs dire, moi, j'ai vu cette vidéo-là, puis je serrais les poings, mais il faut faire attention encore là, parce que la tentation, c'est toujours de réagir à la violence par la violence, puis de vouloir se venger. En plein ce que, semble-t-il, les agresseurs ont fait, là, vouloir se venger, en fait. James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci. Ariane Beauferret, une enquête de la journaliste Gabrielle Duchesne parue dans la presse cette semaine montrait une forte augmentation de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne au Canada. C'est un phénomène de société assez inquiétant. Ariane, est-ce qu'on a des chiffres et aussi, qu'est-ce qui cause cette augmentation? Alors, les chiffres, tout d'abord. Donc, on parle vraiment d'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Par exemple, en 2014, des affaires déclarées à la police, il y en avait 3000 à peu près par année. 2020, on était déjà monté à 9000. Ça, c'est vraiment ce qui arrive dans les mains de la police. Après, des signalements. Donc ça, c'est des signalements, c'est des parents, c'est des victimes qui vont les faire au Centre national contre l'exploitation des enfants. 2020-2021, il y avait 52 000 signalements au Canada. 2023, on est rendu à 103 000 signalements, donc le double. Est-ce que c'est simplement parce que les gens signalent davantage, sont plus sensibilisés à la question? On ne pense pas vraiment que ce soit ça, même si, parce que les outils étaient déjà là pour signaler. On a un site web qui s'appelle CyberAide. Il y avait déjà des ressources pour pouvoir faire facilement un signalement, dire voilà, je pense qu'il y a une situation où j'ai vécu une situation, mon enfant a vécu telle situation. Et donc non, c'est vraiment plus que les gens signalent beaucoup plus. Il y a eu la pandémie qui a fait un effet, en fait, une des causes, c'est que les enfants se sont retrouvés beaucoup plus devant les écrans, que ce soit télévision, mais aussi ordinateur, tablette, cellulaire, beaucoup plus seuls. Et donc, il y a le fait de se retrouver seul devant ces écrans-là, ça a facilité finalement qu'il y ait ce qu'on appelle du leurre. Donc, ça va être des prédateurs qui peuvent être des jeunes adolescents ou des adultes qui vont essayer de rentrer en contact avec des enfants via des applications de chat, via Instagram, via Facebook. En se faisant passer pour un autre jeune. Par exemple, en se faisant passer par un autre jeune, puis en disant « Oh, j'aimerais te voir en photo, je t'envoie une photo de moi. » Il parlait entre autres d'une application dont je n'avais pas encore entendu parler. Est-ce que tu as vu ce nom-là passer? C'est Omegle, tu avais entendu parler? Oui, ça c'est une application de chat en ligne en fait où l'application te met en lien avec un inconnu quelque part sur la planète. Et donc, c'est pour faire des rencontres, il n'y a pas forcément de photos ou de vidéos, mais si un enfant se retrouve là-dessus,
il est avec un inconnu, puis l'inconnu peut dire que c'est un enfant de 7 ans, un enfant de 12 ans, alors que pas du tout. Pas du tout. Ariane, je me demandais, si on est un parent, on est inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'exploitation sexuelle en ligne de nos enfants? Et qu'est-ce qu'aussi, comme société, on peut faire? Ben, déjà, un parent qui a des soupçons ou qui a vraiment vécu quelque chose avec son enfant, il y a le site cyberaide.ca ou aidez-moi.ca qui existe. Il y a des équipes de soutien à distance qui sont en lien aussi avec la police, donc qui peuvent facilement supprimer des comptes, par exemple, de personnes qui vont aller faire de la sextorsion, qui vont aller chercher à obtenir des images intimes d'enfants, par exemple. Et il y a des outils gouvernementaux. Moi, ce que je reproche à ces outils, c'est beaucoup qu'ils vont se baser sur la sensibilisation d'une part. Donc, comment est-ce qu'on parle à nos enfants de qu'est-ce que c'est un sexto, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on utilise bien Internet. C'est important de le faire, mais c'est pas suffisant. Et aussi, c'est basé sur la culture du consentement, où on va apprendre aux enfants à c'est mon corps, je partage pas des images de moi, ou je donne pas la main à quelqu'un, j'utilise pas mon corps d'une façon qui me rend mal à l'aise finalement. Je prends mes décisions par rapport à mon corps. Sauf qu'est-ce qu'un enfant très jeune peut vraiment consentir de manière éclairée? C'est ça. Et puis même un adolescent. Parce que la majorité des abus, il faut le savoir, c'est sur les jeunes filles de 12 à 17 ans. C'est à peu près 80%. 70. 7 jeunes filles 7 abus sur 10, c'est des jeunes filles de 12 à 17 ans. Ensuite, c'est des jeunes filles plus jeunes. Et donc, est-ce qu'elles peuvent vraiment consentir? Non. Et même si elles sont informées, même si elles sont sensibilisées, même si on leur a parlé du consentement, il reste que c'est des jeunes qui sont plus impulsives, qui vont prendre plus de risques parce que c'est dans leur âge, en fait. Et donc, ça ne suffit pas. Moi, ce que j'aimerais qu'on propose, c'est plus une culture du sens du sacré du corps, de la beauté du corps, et aussi qu'on revienne à la culture de la chasteté. Et ça, c'est quelque chose... Tu as dit un gros mot, là, le mot chasteté. Imagine le gouvernement du Canada lancer une grande campagne de la chasteté. C'est un beau programme, Ariane. Un très beau programme. Et ça a l'air gros comme ça. Mais la chasteté, c'est qu'il faut séparer ce mot, en fait, d'uniquement le faire venir en lien avec les relations sexuelles. La chasteté, c'est avoir un sain rapport aux autres avec mon corps, dans mon corps. C'est pas juste l'abstinence. C'est pas du tout juste l'abstinence sexuelle ou la façon dont j'ai des relations sexuelles, les moments où j'ai des relations sexuelles. C'est pas ça du tout. Une personne célibataire, un jeune, un enfant peut apprendre aussi à quel est le rapport sain que j'ai aux autres. Et donc, c'est dans la façon dont je pose mon regard sur les autres, dans la façon dont j'interagis avec eux. Un enfant de 7 ans, il va sauter dans les bras de son enseignant qu'il aime beaucoup, lui sauter dessus, lui faire un gros câlin. Un adulte, on ne fait pas ça parce qu'on sait qu'on respecte une certaine bulle, en fait, et ça peut mettre une personne mal à l'aise. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est quelque chose dont on doit montrer l'exemple, on en parle avec les enfants. Et au final, quand ils deviennent adultes, ils sont capables de développer un rapport qui ne va pas utiliser l'autre, ne va pas en faire un objet. Non, mais tu parlais aussi de forme de chasteté, mais il y a aussi une éducation, il y a aussi une immaturité affective chez ces jeunes-là, souvent qui va tendre à vouloir plaire ou à chercher l'affection peut-être, selon leur blessure, si avec les parents, d'aller chercher l'affection peut-être à l'extérieur du foyer. Ouais, c'est ça. Oui, donc, ça clairement. explique des fois, même s'ils savent que les sextos, c'est peut-être pas bon. Et pourtant, il y a la 4e saison de Sex Education qui sort sur Netflix, puis il y a des gens, on voit vraiment des jeunes jouer. Il y a aussi un autre rôle, c'est celui du parent. Est-ce que c'est normal que 86% des 9 à 11 ans soient sur les réseaux sociaux? Ça, c'est ça au Canada, ouais. 86%. Ça ne devrait pas. Et le rôle parental, c'est d'admettre un contrôle parental, de ne pas forcément donner un cellulaire à un jeune. Une grande naïveté, c'était ma question. Il y a quand même... c'est assez répandu, là. On fait un sondage chez les parents autour de nous, puis on se rend compte qu'il y a une... Oui, j'ose dire naïveté. On pense a priori que ce qui se passe sur la tablette, sur l'écran, c'est de l'éducation, c'est d'aller chercher, faire des recherches dans le cadre d'un travail scolaire. Parler à ses amis. C'est comme bénin. Ouais. Puis, quand on voit les données comme ça, pas le choix de constater que c'est... Ou on est naïf en pensant « mon enfant, il est meilleur que les autres. Lui, il ne ferait jamais ça. » Ou il ne va pas tomber dans les pièges des prédateurs sexuels qui utilisent ces outils-là depuis 20 ans, 30 ans. C'est pas la même génération. Par exemple, il y a 20 ans, les outils étaient beaucoup moins développés, beaucoup moins connus. Aujourd'hui, on a des prédateurs dans la vingtaine qui sont très à l'aise et qui ont beaucoup de tactiques pour attirer les jeunes. Même mettre des photos de ses propres enfants sur Internet, il y a un danger. C'est de plus en plus connu là, que les pédophiles peuvent utiliser ça. Puis là, avec la montée de l'intelligence artificielle, modifier les images, puis arriver à des images de pornographie. Ce qui est mis en ligne n'est jamais supprimé, en fait.
là depuis toujours. On pense que si on le supprime, ça n'existe plus, mais c'est toujours là. Tu parlais, Ariane, d'éducation à la chasteté. Je me demande aussi s'il n'y a pas une éducation à la pudeur. Hein? On montre aux enfants des images de vedettes à moitié nues constamment. Ça leur donne une forme de modèle aussi. Si je montre mon corps davantage, je serai plus aimé, plus populaire. Il y a peut-être un enjeu là aussi. Il y a des corps aussi qui sont modifiés, qui sont photoshopés, irréalistes. C'est pas pour rien aussi qu'il y ait des jeunes filles qui souffrent autant d'anorexie ou de pensées suicidaires ou qui ne veulent plus devenir des femmes face à ces modèles-là qui sont inaccessibles et parce qu'ils sont irréalistes en fait. C'est beaucoup d'enjeux qui expliquent ces abus sexuels, je pense. Merci beaucoup, Ariane Beauferré. Tu es membre de rédaction du magazine Le Verbe. Merci pour tes réflexions aujourd'hui. Merci, Simon. Antoine Malenfant, l'inflation touche tout le monde ces temps-ci, du prix des maisons à celui du panier d'épicerie. Or, les évêques du Québec ont récemment invité tous les citoyens à signer une pétition pour l'imposition des super-profits des grandes entreprises alimentaires. C'est plutôt inusité, Antoine, une telle prise de position de la part de l'Église catholique, non? C'est assez rare, mais peut-être la rareté fait le prix. Là, on parle d'économie. C'est-à-dire, moi, quand les évêques prennent position sur des questions sociales, j'ai comme une oreille attentive parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas intervenir sur tous les enjeux de société tout le temps. Donc, quand les évêques du Québec, là, dans ce cas-ci, ont une prise de position sur un enjeu de société, c'est que ça a été longuement mûri, réfléchi, concerté. Surtout une pétition. Alors là, il y a un appel à une pétition. Un geste politique concret. Ben oui, c'est très concret. Par la bouche, entre autres, de Monseigneur Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, il y a une vidéo qui circule là, sur ecdq.tv. On peut écouter ça, c'est quelques minutes, où il nous explique finalement qu'il y a une pétition qui circule pour taxer les surprofits, super-profits, surprofits. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout profit qui excède la moyenne des 5 dernières années chez les grandes chaînes d'alimentation. Mais est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que vraiment ils font plus de profit qu'avant ou simplement les prix ont augmenté parce que pour eux aussi, il y a de l'inflation? C'est-à-dire eux-mêmes, à la source, ils payent plus cher les produits qu'ils nous revendent. Toutes ces réponses. OK, c'est complexe, c'est ça? Oui, c'est complexe. Et là, accrochez-vous bien, là, je vais essayer de rendre ça intelligible pour tout le monde. Tout le monde dit vrai dans cette histoire-là, mais tout le monde dit peut-être... La partie de la vérité qui l'arrange. Exactement. Alors, l'inflation est là, est présente. Là, ça joue entre 5 et 7 % là, dans les derniers mois. Mais l'enflure des prix en épicerie a été autour même de 11 %, c'est-à-dire quasiment le double de l'inflation dans les derniers mois aussi. Et parallèlement à ça, on voit la valeur des actions de ces grandes compagnies-là. Par exemple, Metro, la valeur de ces actions a bondi de 20 % au cours des 2-3 dernières années, 67 % chez Loblaw. Donc, c'est des gros gains pour les actionnaires. Et parallèlement à ça aussi, on voit des fils, je ne sais pas pourquoi je souris, mais c'est tragique. Il y a des fils épouvantables devant les banques alimentaires, les soupes populaires. Alors, comment, qui dit vrai là-dedans? Comment concilier tout ça? C'est vrai, Simon, que les produits de base, là, les céréales et l'énergie pour les transporter, le pétrole, a connu des fortes augmentations, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Depuis 2-3 ans. Depuis 1 an et demi pour ce qui est de la guerre en Ukraine, mais ça avait commencé aussi avec la pandémie. Bon, vous connaissez toutes les conjonctures. Et là, on entend la Banque du Canada nous dire écoutez, la marge des épiceries n'a pas augmenté. La marge bénéficiaire des épiceries n'a pas augmenté. Alors, si on est attentif à ce que veulent dire les mots, là, la marge bénéficiaire se situe autour de 3 % pour une épicerie. Donc, si elle vend pour 1 million de dollars durant une semaine, elle va faire en profit 3 % de ce million de dollars. Mais peut-être qu'ils vendent plus. Peut-être que les gens vont moins au restaurant depuis la pandémie, je ne sais pas. Alors, il y a ça et il y a le volume de vente, c'est-à-dire la quantité, pas le volume des biens, mais le volume des recettes totales qui a augmenté. Donc, le 3 %, c'est plus 3 % de 1 million, ça se trouve à être 3 % de 1,5 million. On va prendre un exemple très simple. Là. Le kilo de cheddar, il était autour de 10 $ avant la pandémie. Toi, tu achètes ça au kilo, c'est ça? Oui, okay. des fois même plus. Mais on s'entend, ce n'est pas un produit de luxe, là, du cheddar. Produit de base. On ne parle pas de côtelettes d'agneau. Un produit de base.
Aujourd'hui, il est autour de 15 $ le kilo, donc un bond de 50 %. On peut comprendre que, justement, ce qui a été nécessaire pour nourrir les vaches, produire le lait, le transporter, tout ça, ça a augmenté. Tout le monde dans la chaîne d'alimentation s'est pris une marge. Donc, si je comprends bien, 3 % d'un prix beaucoup plus élevé. Alors, ça fait des profits quand même beaucoup plus grands. Donc, la compagnie pourrait décider de réduire sa marge de profit. Bien, voilà, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que l'offre et la demande ne devraient pas, selon la loi du marché, équilibrer ça? Une épicerie qui dit, ben nous, on va attirer les gens en ayant des meilleurs prix. Depuis qu'on vit dans une économie de marché, ça a été démontré plusieurs fois que le marché ne se suffit pas à lui-même pour qu'on ait une dignité humaine, pour que les biens nécessaires, pour que le bien commun soit atteint. Alors, il faut en effet réguler le marché. Est-ce que la taxation des surprofits est une avenue intéressante? Peut-être. Moi, je pense que oui. Il y a peut-être d'autres avenues intéressantes, mais en tout cas, pour l'instant, ça semble une des plus intéressantes. Oui. Rapidement, Antoine, la semaine passée, on parlait du pape François qui est allé à Marseille, qui s'est mêlé de politique d'immigration. Cette semaine, on parle des évêques du Québec qui se mêlent de politique économique. Depuis quand l'Église là, se mêle comme ça de politique? Je pensais qu'elle devait se cantonner à la sphère privée, aux questions spirituelles ou sexuelles peut-être aussi. Tu pensais ça pour vrai? Non, je ne le pense pas vraiment, mais disons qu'on entend ça souvent. Oui, ben, c'est vrai qu'on peut être tenté là, dans une époque libérale de confiner la religion à des choses privées. Moi, je suis toujours très heureux quand l'Église se mouille un peu plus dans la sphère sociale. En fait, si on regarde la doctrine de l'Église, la doctrine sociale, on voit que les biens matériels doivent concourir aux biens universels, aux biens communs. On appelle ça la destination universelle des biens. Les richesses, les possessions sont faites pour être partagées. Et c'est pas d'hier qu'on voit ça. En fait, ça date même d'avant l'Église, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on voit de nombreux exemples là, dans Tobie, fais l'aumône avec les biens qui t'appartiennent. Et mon fils, si tu es dans l'abondance, donne davantage. Alors, on pense ici à ceux qui détiennent le capital là, chez les grandes entreprises d'alimentation. Bien, finalement, c'est vous et moi, si on est épargnants. Ceux qui épargnent, les fonds de retraite, c'est nous qui contribuons finalement à cette inflation-là. Non, c'est vrai, quand on relit la Bible attentivement, on a l'impression que ça parle juste d'argent puis de bouffe de la première à la dernière page. Ouais, mais le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture, Simon. Non, mais l'Eucharistie, quand même, c'est un peu rapport avec la nourriture. Si tu me permets, là, rapidement, aussi, la doctrine sociale nous dit le choix d'investir dans un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt que dans un autre, c'est toujours un choix moral et culturel. Il ne faut pas oublier ça, surtout si on est investisseur, si on est épargnant. Il ne faut pas que notre retraite se fasse aux dépens d'une mère célibataire qui a de la misère à acheter des carottes. Alors, ayons ça en tête, peut-être. Ayons ça en tête, oui. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ariane Beauferré, tu as une suggestion culturelle pour les parents cette semaine. Oui. Pour les parents et leurs enfants, évidemment. Une bonne façon de peut-être les éloigner, les 7-12 ans, des écrans. C'est une revue qui existe depuis 2022 qui s'appelle Théophile. Et leur devise, c'est « Pour que les enfants s'émerveillent ». C'est une revue produite par un éditeur qui s'appelle Magnificat, que sans doute plusieurs auditeurs connaissent. Magnificat, ils produisent aussi des missels, du contenu religieux catholique. Mais là, cette revue, oui, elle est chrétienne catholique, mais elle va présenter des sujets qui sont très variés, qui vont intéresser tous les enfants, comme la forêt, les héros, l'espace. Et au travers de ça, ce qu'il veut faire, c'est vraiment leur montrer du beau, parce qu'il considère que c'est important pour les enfants, pour bien grandir. C'est comme pour les éveiller à l'étonnement, à l'émerveillement. Oui, les élever vraiment. Être contemplatif. Être contemplatif, aussi se mettre en action. Il y a 6 numéros par an, plus un long hors-série pendant l'été. Ils vont toujours proposer un jeu concours qui va demander quelque chose de très concret, comme se mettre en scène avec un déguisement, produire une œuvre d'art, produire aussi quelque chose en cuisine, puis le prendre en photo. Et les enfants, ça les intéresse énormément parce que c'est des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes avec leurs 10 doigts. Donc vraiment, ça a été On les envoie dans le réel plutôt que dans le virtuel. On les envoie dans le réel, vraiment. On leur montre aussi des beaux exemples de vie, il y a des histoires, des bandes dessinées. Vraiment, il y en a pour tous les goûts.
Alors, est-ce que cette revue-là a une application? Est-ce qu'on peut la retrouver? On peut s'abonner en ligne, mais non, il n'y a pas d'application. C'est papier, Génial, c'est reçu. j'aime 6 ça. numéros. Ouais. Le petit bémol, c'est le prix. C'est un petit peu plus cher que d'autres revues. Ben, surtout au Canada, j'imagine, avec les frais de poste. Il faut faire venir de France, effectivement. Mais si on se regroupe à plusieurs familles, il y a une grosse réduction. 6 familles, une réduction de $30 par an quand même. Donc... Merci. Donc, ça s'appelle la revue Théophile. C'est produit par Magnificat. Et leur slogan est très beau. C'est « Pour que les enfants s'émerveillent ». On mettra le lien vers cette revue pour ceux qui sont intéressés sur nos réseaux sociaux. James Langlois, un nouvel album de la chanteuse montréalaise Ariel Engel, alias La Force, est sorti le 29 septembre dernier. Exact, son album qui s'appelle Exoskeleton, qui, semble-t-il, fait référence à la finitude de la vie, au fait que nous allons tous mourir, mais qu'on peut embrasser cette vie dans le meilleur comme le pire. Et en fait, c'est un album qui, contrairement à son premier, je dirais, il y a quelque chose de plus sombre, plus intériorisant. D'ailleurs, c'est bien que ça soit sorti presque au mois d'octobre. Il y a une chanson qui s'appelle October. Puis on dirait que l'album parle beaucoup justement de l'amour, de l'expression humaine, presque mystique, en fait, des questions existentielles. Donc, on trouve ça dans toutes sortes de pièces, notamment celle qu'on va faire jouer là, dans quelques minutes, qui s'appelle How Do You Love a Man, et qui parle aussi, en fait, de comment aimer quelqu'un qui est décédé, comment continuer de se donner, d'apprécier les morts, finalement, qui sont dans un autre état, ou surtout vouloir aimer des morts qui, eux, ne croyaient pas dans la dimension spirituelle de la vie. Donc, tout ça, ce sont des thèmes qui sont abordés dans son album, là, au côté musical aussi très intéressant. Avec, c'est quoi, c'est de la indie pop, quelque chose comme ça? Oui, on parle, c'est ça, indie pop, un mélange de R&B, c'est ça, c'est pas très up-tempo, là, c'est plus calme. Comme je dis, ça va bien avec les paroles, là, qui sont plus centrées, plus intériorisantes, mais voilà, c'est avec des musiciens connus de Montréal, Warren Spicer de Plants and Animals, puis Mishka Stein de Patrick Watson aussi. Merci, James, pour cette suggestion. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes nos suggestions sont sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire, si vous avez un commentaire, une opinion, une question, à verbomoteur@le-verbe.com. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Je remercie Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. Alors, cette semaine, justement, on va écouter ce dont James vient de nous parler, la chanson How Do You Love a Man de La Force, et c'est tiré de son plus récent album Exoskeleton, sorti le 29 septembre dernier. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. Superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial play.